tous les amis, on se retrouve pour ce deuxième épisode de la série qui n'a pas encore de nom, qui traite de questions philosophiques, existentielles sur la vie, on va dire. Pour le premier épisode, je vous ai montré une pomme qui symbolisait la transgression, la connaissance, et c'est ce que nous avons fait lors du précédent épisode. Aujourd'hui, ma collation, c'est un œuf. Un œuf qui symbolise la naissance, la transformation. Et c'est également ce que nous allons faire dans cet épisode, essayer de nous transformer en nous éveillant un peu plus et en nous posant des questions existentielles sur nos vies. C'est parti les amis. Bon, je sais pas si cette symbolique avec les aliments va durer très longtemps parce que je vais bientôt plus avoir d'inspi. Mais je trouve ça sympa de commencer l'épisode avec ça, surtout que le précédent du coup vous a plu. Donc je sais pas exactement comment je vais appeler ces épisodes. Je compte en faire plusieurs encore, j'ai pas mal de questions. Mais voilà, on traite de questions, on réfléchit ensemble. Donc je vous pose des questions tout simplement. On analyse ensemble la question et puis je vous donne mon point de vue. Le premier épisode vous l'avez bien plu, ça m'a fait très plaisir. J'ai pas encore répondu à tous les commentaires d'ailleurs, faudrait que je le fasse. Mais je les ai lus en tout cas et merci beaucoup pour tous vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions que vous voulez qu'on traite ensemble. Ça pourrait être très sympa. Du coup, pour les petits curieux, l'épisode 1, il y a eu deux questions du coup. C'était qu'est-ce qui te rend réellement heureux dans la vie? Et ensuite c'était si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 5 ans, quel conseil tu lui donnerais? Voilà, c'était les deux questions. Si vous voulez les voir, c'est dans l'épisode 1. Je pense que je ferai une petite playlist. Et aujourd'hui, la première question, ça va être... Attendez, juste avant le petit réflexe de youtubeur, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour toutes les prochaines vidéos. Et puis ça me donne beaucoup de soutien. Et le petit like aussi si vous aimez bien la vidéo. C'est parti du coup, la première question. Alors je sais pas exactement par laquelle commencer. Peut-être que justement la première elle me fait peur. Pourquoi? Parce que la première question c'est: quelle peur influence le plus tes décisions aujourd'hui? Et peut-être que j'ai pas envie d'y répondre parce que c'est une question un peu douloureuse. Mais c'est parti, hein, on va tout simplement le faire. On se met dans le bain. Et je vous invite à faire pareil. Donc on va un peu analyser la question premièrement, je vais peut-être prendre le micro avec moi. Ça va peut-être être plus sympa. Peut-être que je le poserai, on sait pas. On verra. Alors, quelle peur influence le plus tes décisions aujourd'hui? Donc, quelle peur? Une peur, c'est quoi une peur? Très bonne question en vrai, c'est quoi une peur? C'est un sentiment. Moi je dirais ma définition, c'est un sentiment désagréable qui t'immobilise en soi, qui t'immobilise ou te fait fuir, auquel tu n'as pas envie de te confronter. Donc influence. Donc l'influence c'est quelque chose qui a un impact. Donc un sentiment qui impacte tes décisions. Tes décisions aujourd'hui. Et les décisions, pareil, on va essayer d'éclaircir un peu plus ça. Bon, vous savez, bien sûr, hein, là, j'essaie de faire le philosophe en analysant un peu, mais bon, la question, elle est claire dès le début. Juste, voilà, on va bien essayer de décortiquer pour nous donner plus d'aspects de réponse, on va dire. Donc, une décision, c'est tout simplement un choix qu'on va prendre. Et je pense pas un choix qui a un minimum d'importance, parce que les choix, les petits choix du quotidien qui servent pas à grand chose, bon ça n'a pas réellement d'impact sur la vie, donc on va pas y faire attention. Par exemple, voilà, le matin, quel t-shirt vous allez mettre, entre un blanc ou un noir,
c'est pas ça qui va déterminer tout le reste de votre vie. Donc les décisions, c'est des décisions importantes qui comptent pour vous et qui ont un impact dans votre vie. Donc quelle peur influence le plus tes décisions aujourd'hui? On va prendre le temps de répondre, je vais réfléchir un peu. Donc s'il y a des moments de silence, prenez le temps de répondre avec moi, enfin de réfléchir plutôt. Mais personnellement, je dirais, qu'est-ce qui me fait peur en vrai? Mine de rien, le rejet, le regard, la peur du regard des autres, ça compte quand même, mais c'est une peur un peu irrationnelle du coup. C'est une peur un peu irrationnelle. Si je peux donner un exemple dans ma vie, ces derniers mois, l'un de mes jobs consistait à faire des micro-trottoirs. Donc j'ai interrogé des gens en ville, en centre-ville, lors d'événements, etc. Et même si tu sais que c'est professionnel, que tu connais bien ton script, que tu sais quoi dire, que tu as confiance en ton apparence, parce que ça compte, d'être bien habillé, d'être soigné, on va dire. Même quand tu as tout ça qui est optimisé, parce que ça joue bien sûr sur la peur, c'est quand même dur d'aller vers les gens, parce que tu as toujours cet aspect de rejet. Et en tant qu'humain, on est câblé pour éviter un maximum le rejet. L'une des théories sur ça, c'est que à l'époque, il y a très longtemps, et même aujourd'hui en soi, c'est très important d'être entouré, mais surtout à l'époque, quand on te rejetait de la communauté, du groupe social, ça signifiait la mort, tout simplement. Si tu avais un avis contraire à ta communauté, on pouvait t'expulser, et un humain seul, ça survit pas très longtemps, ou ça survit très mal. Et donc ça, c'est ancré dans nos gènes. Et on a peur, même si maintenant on sait que c'est irrationnel, on a toujours cette sensation de peur qui revient. C'est l'une des explications scientifiques, on va dire. Je sais pas si elle est vraiment prouvée, mais elle me paraît cohérente. Elle a du sens pour moi et je pense que ça doit faire partie de l'origine de cette peur, la peur du rejet, la peur des autres, la peur d'être jugé également. Pareil, peut-être que vous, derrière la caméra, vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux, de parler d'une de vos passions, etc. Peut-être de faire l'ASMR. Moi, le premier, je me suis lancé parce que je consommais ce contenu et j'aimais ça. Peut-être que vous avez peur de vous faire juger par les autres. Et moi, le premier, j'avais peur et la plupart des choses que j'entreprends, j'évite d'en parler. Je suis quelqu'un qui n'en parle pas beaucoup, j'évite d'en parler. Et mais en fait, je pense que tu t'habitues tout simplement. Parce que j'ai lancé pas mal de choses dans ma vie, de projets, etc. Et à chaque fois que les gens l'ont appris, en soi, devant toi, généralement, ils te jugent pas forcément déjà, même s'ils jugent, etc. Ce sera derrière et tout, du coup, tu t'en fous. Devant toi, généralement, ils te soutiennent, ils te donnent la force. Et même quand tu te fais juger, en vrai, faut tout simplement s'en foutre. Hein. Après, bon, quand tu fais vraiment quelque chose qui est un peu fou, et que les gens te donnent des vrais conseils, des vrais conseils en mode arrête, là tu t'attires la honte sur toi et tout. Bon, parfois c'est vrai qu'il faut se remettre en question, mais la majorité du temps, tu vas faire quelque chose de très simple et souvent les gens vont te juger, etc. Sinon, à part cette peur-là, encore une fois, je vais prendre l'exemple du business, même si ça parle pas forcément à tout le monde, mais moi c'est une grande partie de ma vie du coup. Ce qui est le plus dur, c'est tout ce qui est prospection. Tu dois aller vers les gens. Et pareil, c'est toujours une question de gens en vrai. Tu as peur de déranger la personne. Tu as peur de te faire rejeter, qu'on t'insulte, qu'on te donne
mal, des insultes, des signalements, des trucs, ça m'est déjà arrivé, c'est pas agréable, mais en fait, il faut toujours se dire qu'il faut faire du volume, et dans tout, du coup, même, on peut prendre l'exemple des micro-trottoirs, ce qu'on s'est dit quand on mangeait des refus, parce qu'au début, tu vas vers une personne, tu lui demandes, excusez-moi, est-ce que ça vous dirait de répondre à quelques questions pour un micro-trottoir et tout, et bien sûr, il y a plein de gens qui refusent, et en fait, quand tu te manges plein de refus d'affilée, ça a vraiment un gros impact sur ton moral et ta motivation. Parce que c'est ton expérience et ce que tu as vécu qui va façonner ce que tu penses. Mais il faut toujours avoir cette vision de volume, faire beaucoup de volume. Et sur du volume, du coup, sur une grande quantité, tu auras toujours un pourcentage favorable, positif, quoi que tu fasses. Donc voilà, et puis aussi souvent la peur, parfois on a peur parce qu'on ne se sent pas compétent et parfois on n'est vraiment pas compétent. Ça dépend de ce que tu fais, mais parfois t'as peur parce que t'es pas compétent. Et donc l'une des meilleures façons de ne plus avoir peur, c'est tout simplement d'être compétent. On peut prendre l'exemple des cours. L'exemple des cours, quand tu révises, enfin quand tu ne révises pas justement pour un contrôle, bon ça dépend aussi de la mentalité, si tu t'en fous, bon tu t'en fous, mais si tu révises pas, mais que tu t'en fous pas, mais généralement c'est rare, ben tu vas être stressé le jour de l'examen. Tu vas être stressé, tu vas être mal. Bon du coup je sais pas si on peut vraiment dire que c'est de la peur, mais c'est plus oui du stress et enfin, un sentiment négatif. Du coup, si tu révises et que du coup tu deviens compétent pour passer cet examen, ben là tu seras beaucoup plus serein. Donc voilà. Donc ma plus grande peur, on va dire, on va revoir la question. Quelle peur influence le plus tes décisions aujourd'hui? Ouais, la peur du rejet et, et voilà, je pense. Pour l'instant, il n'y a que ça qui me vient en tête. Faudrait que je reprenne le temps de réfléchir à cette question. Mais pour l'instant, il n'y a que ça qui me vient en tête. On a passé une dizaine de minutes sur cette question. On va passer à la question suivante. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, je vais essayer à chaque fois en fait. Ça va pas être par nombre de questions. Ça va plus être par durée. Je vais viser les 30 minutes à chaque fois environ. Peut-être un tout petit peu moins, peut-être un peu plus. Mais voilà. Ça dépend de ce que j'ai à dire. Donc dans un épisode, voilà, on peut traiter 2 questions, 3, 4, 5 questions. Ça dépend de la complexité, on va dire. Donc, on va passer à la question suivante. La question suivante. Quel moment difficile de ta vie t'a finalement appris quelque chose de précieux? Donc, quel moment difficile de ta vie t'a appris quelque chose d'utile, de précieux? Je trouve que c'est une excellente question. Ça permet vraiment de faire une introspection sur soi et vraiment de réfléchir à une épreuve, on va dire, et de voir ce qu'on en a appris et justement de voir si on n'en a pas assez appris et d'essayer d'en apprendre, même plusieurs années plus tard, on va dire. Donc, quel moment difficile? Comme je l'ai dit, on peut dire que c'est une épreuve de la vie, un moment difficile, un moment douloureux, un moment où on a souffert, un moment où on a perdu quelque chose, perdu des proches, perdu sa santé, perdu de l'argent. Moment difficile, il y a quoi d'autre comme moment difficile dans la vie? Généralement c'est ça, hein, ou qu'on se soit fait agresser potentiellement. T'as finalement appris quelque chose de précieux. Donc je pense qu'il faut mettre une nuance parce qu'il y a des moments difficiles qui apprennent pas forcément quelque chose. Si vraiment c'est tout simplement, on va dire entre guillemets, un malheur de la vie qui t'est tombé dessus, bah, parfois t'apprends
même si je pense que j'ai un contre-exemple de ce que je viens de dire. Donc finalement voilà, on a appris une leçon. Donc l'apprentissage, ça sert à évoluer, à changer, à s'améliorer, à progresser dans la vie. Quelque chose de précieux, oui, voilà, c'est ça. Donc je pense que on a bien analysé la question. Quel moment difficile, donc je vous invite à vous replonger dans vos souvenirs et de repenser à un moment, comment dire, élevé en charge émotive, je sais pas si ça se dit, en émotion négative malheureusement, et de voir ce que ça nous a appris, comment on est sorti de cette difficulté, et ce que ça nous a appris, pour le présent et pour notre avenir. Donc moi, là je vais passer à la réponse de la question, je vais vous donner ma perspective et ma réponse personnelle. Moi, je m'estime assez chanceux, on va dire, parce que j'estime que je n'ai pas vécu beaucoup de moments difficiles. Encore une fois, c'est relatif parce que je pense que je vais vous raconter une anecdote. Vous allez trouver que c'est assez difficile. Ou peut-être pas, mais bon, moi je considère que c'est quelque chose d'assez difficile quand même. Mais je ne l'ai pas vraiment vécu de manière difficile. Je vais vous expliquer. Là, honnêtement, j'ai deux moments difficiles dans ma vie. Le premier, c'est que je m'étais fait bully, harcelé, en bon français, harcelé pendant une assez courte période durant le lycée. Donc ça fait quand même quelques années là, ça fait pas mal d'années même, le temps passe vite. Et c'était la première fois que je me faisais harceler et j'ai vraiment ressenti, j'étais vraiment mal pendant, j'ai du mal à me rappeler combien de temps ça a duré exactement, mais en fait je me rappelle qu'il y avait des vacances scolaires entre, donc ça a dû durer au moins un petit mois. Je crois que c'était une semaine avant les vacances, il y a eu les vacances, ensuite c'est resté encore une semaine après. Donc ouais, je pense que ça a duré un mois. Et pour le coup, on m'a entre guillemets agressé et demandé de l'argent parce qu'on m'a accusé d'avoir cassé quelque chose qui n'était pas le cas. Il y avait des témoins, etc. Et en fait, c'était des élèves de l'année au-dessus. Donc ils étaient plus grands, ils étaient nombreux. Ils sont venus sur moi et moi au début, j'étais très gentil, je leur expliquais calmement, je les connaissais pas forcément, donc bon, je leur parlais normalement. Et il y a vraiment un moment où il y a eu un tournant, où la personne elle a été agressive et qu'elle m'a vraiment menacé. Et c'est là que j'ai compris que j'étais un peu mal barré. Et comme je vous ai dit, ça a duré pas mal de temps. Et finalement, heureusement, c'est le père d'un ami qui était intervenu parce qu'en gros, ces personnes-là, au bout du coup de un mois, donc après la rentrée scolaire, ils sont venus à plusieurs. Ils m'ont attrapé, ils m'ont emmené dans un coin du lycée, ils m'ont bloqué contre un mur et ils m'ont demandé de l'argent du coup. Une somme conséquente pour un lycéen à l'époque, c'était, je sais plus, 700 €, 800 €. En gros, c'était pour une pièce de scooter. Ils m'ont dit que j'avais cassé une pièce de scooter. Donc voilà, et honnêtement, je leur ai dit, parce que moi j'étais quelqu'un d'honnête, enfin je le suis toujours, en tout cas j'espère. Je leur ai dit si je l'avais vraiment cassé. Bon, à l'époque j'avais pas forcément l'argent, mais j'en aurais parlé à mes parents qui étaient responsables de moi. Et voilà, j'aurais été honnête et j'aurais essayé de leur rendre leur dû, quoi, tout simplement. Parce que oui, si on casse quelque chose, on le répare, on rembourse, c'est le minimum en soi, c'est pour ça. Je leur ai dit, c'est pas moi, il y a un malentendu. Et ils ont continué. Et à un moment, je me rappelle, en fait, j'avais peur quand ils m'avaient attrapé à deux. Et ils étaient très proches de moi. Et en fait, il y en
avait un, il était proche de moi, il me menaçait, et l'autre il bloquait en fait. Donc j'avais aucune échappatoire. Et du coup, juste par réflexe, parce que j'avais peur, que j'étais plus petit, je mettais mes mains là, au niveau de mon visage, pour si jamais il me donne un coup, je suis prêt quoi. Bon, je suis un peu en garde, on va dire. Et, et là, il me dit plusieurs fois, baisse tes mains, baisse tes mains. Mais moi, j'allais pas le faire parce que c'était le minimum. Si jamais il m'attaque, au moins je me défends quoi. Et en fait, il y a vraiment eu un déclenchement dans mon cerveau où à un moment, il m'a attrapé la main, il me l'a baissé de manière violente. Et je me suis dit, je peux pas me laisser faire comme ça. C'est vraiment mon ego qui a pris le dessus parce que, objectivement, j'allais être perdant. Ils étaient deux et ils étaient plus grands. Et en plus, je les connaissais vaguement de loin. Ils étaient plutôt sportifs, même sportifs à haut niveau, dans des sports de combat. Donc j'étais objectivement très mal barré. Et en fait, dans mon cerveau, il y avait plus rien qui comptait. C'était juste que je pouvais pas me laisser marcher dessus comme ça. Donc là, ça a vraiment fait un déclic dans mon cerveau où je me suis dit, je peux pas me laisser faire. Et là, j'ai commencé à crier, à insulter, à pousser et tout. Et en fait, à ce moment-là, ils m'ont pas frappé parce que j'ai attiré l'attention. On était quand même assez éloigné de la cour de récré, mais assez proche pour que les gens entendent. Et je commençais à crier, à les insulter, à les menacer et tout, par la colère. Et en fait, ils sont dit, bah, viens, on sort, etc. Et là, j'avais 2 heures de SVT. Et eux, ils m'attendaient, ils savaient pas courir, ils m'attendaient dehors. Et pour le coup, ils étaient pas deux, ils étaient une bonne dizaine. Je me rappelle une bonne dizaine. Et ils étaient vraiment, vraiment tous énervés contre moi. Et du coup, ben, c'est redescendu la colère pendant le cours de SVT. Et là, honnêtement, j'avais vraiment trop peur parce que c'était sûr que j'allais me faire déglinguer. Bien sûr, j'avais des amis avec moi, des amis très fidèles qui voulaient se battre avec moi, 3 bons amis. Mais bon, on allait être 4 plus jeunes et eux, vraiment, sans exagérer, c'était une bonne dizaine. Et du coup, par chance, un de mes amis avait appelé son père qui était un peu, on va dire, racaille, mais dans le bon sens du terme. Et du coup, il est venu en speed parce qu'il habitait dans une ville à côté. Il est venu en speed et c'est grâce à ça que ça m'a un peu sauvé la vie. Il est venu, il les a vraiment bien engueulés en tant que taron. Et donc là, bon, ils ont rien dit parce qu'en soi, ça reste des jeunes. À l'époque, ils paraissaient très grands à côté de moi. Mais là, quand je regarde les lycéens, ils sont tout petits, donc bon. Et ce que ça m'a appris, parce que bon, là, je vous ai raconté l'anecdote, mais maintenant, ce que ça m'a appris, ben, en soi que déjà, beaucoup de personnes se faisaient harceler. Moi, j'ai eu de la chance, comme je vous ai dit, ça a duré, voilà, un mois. Et en soi, je compte les 2 semaines de vacances, parce que pendant les 2 semaines, j'étais en panique. J'hésitais, j'avais peur de sortir, peur de les croiser dans la rue, parce que c'était une petite ville. J'hésitais même à me commander un taser, à des trucs, je pensais à des trucs de fou. Donc non, c'était vraiment... voilà, je les compte vraiment les 2 semaines, même si j'étais pas confronté à mes harceleurs, on va dire. Premièrement, ça m'a appris que ben, y a beaucoup de gens qui se faisaient harceler et que c'était très difficile parce que ça a duré très longtemps. Et donc, ben, dès que je vois un comportement d'harcèlement et que j'ai la capacité de faire quelque chose pour l'éviter, j'essaie de le faire. Donc, tout simplement pour essayer d'être une meilleure personne, un meilleur citoyen. Vu que tu as vécu un moment difficile, tu sais à quel point il est difficile, donc tu veux aider les autres. Et ensuite, moi-même, ben, ça m'a tout simplement appris à être plus fort. Tout simplement, si tu as plus de pouvoir, les gens t'emmerdent moins. Là, c'était dans un contexte assez différent parce que le lycée, là, je compte quand même un minimum les années qui sont supérieures à toi. Bon, les gens, ils sont plus grands, etc. C'est compliqué, mais sinon, dans la vie de tous les jours, en soi, au bout d'un moment, les gens, ils évoluent plus. Un adulte de 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est à peu près la même chose, quoi. Plus ou moins. Là, je compte beaucoup moins. Et ce qui compte, du coup, c'est tout simplement ta capacité à avoir de la puissance. Et la puissance, c'est pas forcément de la puissance physique. Parce que oui, tu peux aller à la salle de musculation, être ben, plus musclé, plus imposant, faire des sports de combat pour apprendre à te défendre. Mais il n'y a pas que ça en fait.
Et souvent, la force, enfin le pouvoir plutôt, le pouvoir, quand je dis pouvoir, c'est le pouvoir de faire ce que tu veux. Ça passe par la réussite financière. Malheureusement, hein, j'aimerais bien qu'on vive tous tout nus dans la campagne, mais bon, la vie est ce qu'elle est. Et du coup, en soi, plus t'as d'argent, plus tu peux aller dans des endroits où ces problèmes n'arrivent pas, où les gens t'agressent moins. Tu peux aller dans des endroits privés, par exemple, au lieu de prendre les transports en commun qui malheureusement sont des endroits où il y a pas mal de violence, d'harcèlement, etc. Tu peux prendre par exemple un taxi, un chauffeur privé, etc. Pareil, au lieu d'aller dans des, je sais pas, des restaurants, des fast-food où il n'y a pas forcément de sécurité, de trucs comme ça, où il y a un peu tout le monde qui vient. À la place, tu peux aller dans un bon restaurant, dans, je sais pas, un bon hôtel où il y a une sécurité, où c'est safe, où les gens sont plus civilisés, on va dire. Donc ça passe par tout ça, devenir plus fort, même intellectuellement. Si tu as la capacité de mieux gérer les conflits, tu vas moins les provoquer. Du coup, tu t'évites certaines violences. Donc voilà ce que ça m'a appris. Et j'allais raconter une autre anecdote, mais là ça fait longtemps. Est-ce que je la raconte? Je vais reposer la question. Quel moment difficile de ta vie t'as finalement appris quelque chose de précieux? En fait, c'est vraiment quand je lis moment difficile de ma vie, je pense à ce moment-là parce que c'est comme ça que les gens jugeraient cet événement. Mais voilà, je crois que j'en ai jamais parlé ici, mais j'ai eu un cancer. Voilà, c'est ça, je vous ai dit. Bon, généralement, bon là je rigole parce que c'est passé et que ça va, je vais bien, heureusement. Mais c'est un événement plutôt difficile pour la majorité des gens. Et pourquoi moi je le vis pas comme un événement si difficile que ça? Pour deux raisons. La première, c'est que heureusement pour moi, c'était détecté très tôt et c'était un cancer qui n'était pas très grave, donc qui se guérissait plutôt facilement avec un bon pronostic vital. Donc c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est parce que j'étais un peu préparé, on va dire, parce que c'était après que je m'intéresse aux sujets un peu philosophiques, etc. Et quand je m'intéressais à ces sujets, j'avais vraiment forgé une nouvelle vision de la vie et j'ai accepté pas mal de choses. Et dans ces choses-là, il y avait l'injustice naturelle de la vie. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes à accepter profondément pour se sentir mieux dans la vie. Parce que quand tu acceptes que malheureusement il y a des malheurs qui arrivent dans la vie, que à cause de l'entropie, tout tend vers le chaos, tout tend vers la destruction, tout tend vers la mort. On le sait tous, hein, on va tous mourir un jour. Quand on a vraiment conscience et que tu l'acceptes profondément, en soi, c'est quoi qui fait peur quand tu as un cancer? C'est la mort, c'est ça qui fait peur. Bon, même la chimiothérapie, c'est vraiment, vraiment pas facile. Pour le coup, encore une fois, j'ai eu de la chance, j'ai fait, j'en ai fait du coup, mais c'était un cycle très court. Enfin, c'était une seule injection, pour être honnête, une seule. Sauf qu'on m'a appris que j'aurais pu faire plusieurs cycles qui durent plusieurs mois. Et pour le coup, une seule injection, je peux vous dire que ça m'a mis dans le pire état de ma vie. Après il y a beaucoup de, comment dire, de chimiothérapies différentes. Mais et je pense qu'il y en a plus difficile que la mienne encore. Mais celle que j'ai goûtée, je peux vous dire que c'est une sensation indescriptible de faiblesse et de mal-être pur. Tout simplement, c'est juste ça en fait. C'est de la faiblesse et un mal-être pur. Donc
parler de l'acceptation. Oui, voilà, donc quand on pense au cancer, généralement, on pense à la mort de nos proches qui l'ont ou à notre propre mort si on l'a. Donc deux événements pas très agréables. Et vu que moi j'étais vraiment préparé à me dire que dans tous les cas on va mourir et que il va sûrement, probablement, quand on regarde les statistiques de tout ce qui peut arriver de malheureux dans la vie, tu vas tomber peut-être sur quelque chose. Bon, on l'espère pas, je le souhaite à personne, mais voilà. Que ce soit un accident, une maladie, que ce soit pour nous encore une fois ou pour les proches, pareil, quand l'un de tes proches a un accident, une maladie ou meurt, c'est très 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 douloureux. Donc quand on pense au cancer, on pense à la mort. Et moi, comme je vous ai dit, j'étais plus ou moins préparé, mais en fait c'est pas pareil d'être préparé et de le vivre, de l'expérimenter. Mais pour le coup, j'ai vraiment suivi cette philosophie de vie. Quand je l'avais, franchement, je l'ai plutôt bien vécu. J'ai pas forcément pleuré, parce que c'est un moment où tu peux potentiellement pleurer. Quand on me l'a annoncé, etc., j'étais plutôt serein, je l'ai pris de manière pragmatique. Juste, voilà, quelle est la prochaine étape pour guérir, pour aller mieux. Mais juste le moment où j'ai pleuré, il y en a eu un. C'est quand je l'ai annoncé à ma mère. Voilà. Je me rappellerai, je pense, de ce moment toute ma vie. Mais je suis allé la voir dans le jardin. Et je savais pas comment le dire. Et en fait, j'ai commencé à pleurer avant de lui dire. J'allais lui dire et en fait, je trouvais pas. Je suis resté vraiment 5 bonnes minutes à tourner autour d'elle. Elle était occupée dans son potager. Et voilà, ouais, c'était comme ça. Et après, voilà, elle m'a pris dans les bras et tout. Et elle aussi, elle a un peu pleuré, mais bon, ça va. C'était le petit moment émotion. Mais en soi, après, il me semble pas avoir pleuré. Il me semble pas avoir pleuré. Ou peut-être un peu, oui, avec légèrement, mais bon. J'estime que j'ai pas énormément pleuré. Dû justement à cette acceptation et à cette vision de la vie pragmatique et voilà. Il faut juste voir ce que tu as en ton contrôle et faire le maximum pour t'améliorer et changer ta situation. Tout simplement. Donc ce que ça m'a appris, c'est du coup ce que je savais plus ou moins déjà. Mais c'est ça, c'est accepter la vie, accepter l'injustice naturelle de la vie, faire tout ce qui est en notre contrôle et en notre pouvoir pour changer positivement les choses. Et également, ce que ça m'a appris, c'est profiter plus des petits moments, des moments simples. Après cette période où j'ai eu le cancer, je vais pas vous mentir, j'étais un peu moins motivé à travailler et j'étais plus motivé par vivre des bons moments avec mes proches, honnêtement. J'ai vraiment passé du temps avec mes proches, manger de la bonne nourriture. C'est un peu une période où j'ai un tout petit peu grossi, honnêtement. légèrement, ça va. 2-3 kilos, ça va. Mais j'avais un tout petit peu grossi. Et ouais, et je me rappelle quand j'avais repris la salle de sport, en fait, il y a quelque chose qui me motivait grave. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est que je me disais que j'avais guéri d'un cancer et que je sais pas, en fait, c'est une sensation un peu bizarre où j'étais grave motivé parce que justement j'avais guéri d'un cancer. Et j'arrive pas à mettre des mots dessus, j'arrive pas à mettre des mots sur cette sensation. Mais ouais, j'étais beaucoup plus motivé. Je me comparais un peu aux autres, on va dire, et je me disais que voilà, moi, j'arrive, je soulève, je fais des efforts alors que j'ai eu un cancer, alors que eux, peut-être pas. Mais du coup, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément une bonne sensation parce que je me compare aux autres.
ce qui n'est pas forcément toujours positif. En plus, je suppose des choses sur les autres, ce qui est sûrement faux du coup. Mais bon, ça m'a quand même aidé à être motivé et avoir une vision long terme de la vie, etc. Donc, quel moment difficile de ta vie t'as finalement appris quelque chose de précieux? Un harcèlement et une maladie grave m'ont appris à être plus fort, à toujours me développer dans la vie, à profiter des moments simples et des bons moments, et surtout avec mes proches. Voilà la petite synthèse. J'espère que vous êtes restés jusqu'ici. Et n'hésitez pas encore une fois à me donner vos questions dans l'espace commentaire et à vous abonner surtout pour suivre la suite de l'aventure. Sur ce, je vous dis bisous, 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 bisous.